avec sa sœur Lisaveta un coup de hache pour la voler. Épilogue. La Sibérie. Au bord d'une rivière déserte et large se dresse une ville, l'un des centres administratifs de la Russie. Dans la ville, il y a une forteresse, dans la forteresse, une prison. Dans cette prison est enfermé depuis déjà 9 mois le forçat déporté de 2e catégorie, Rodion Raskolnikov. Il s'est passé presque 1 an et demi depuis son crime. L'enquête judiciaire sur son affaire peut être menée sans grande difficulté. Le criminel confirma sa déposition d'une voix ferme, précise et claire, sans embrouiller les circonstances, sans les atténuer en sa faveur, sans déformer les faits, sans oublier le moindre détail. Il raconta, jusqu'à la moindre nuance, le processus du meurtre, expliqua le mystère du gage, une planchette de bois couverte d'une bande de métal qu'on avait retrouvée dans la main de la vieille assassinée. Raconta en détail comment il avait pris les clés de la morte, décrivit ces clés, décrivit la malle et ce qu'elle renfermait. Il énuméra même quelques-uns des objets isolés qu'elle contenait. Il expliqua le mystère du meurtre de Lisaveta, rapporta la façon dont Cork était venu, avait frappé à la porte suivi par l'étudiant, et transmit tout ce que les 2 hommes s'étaient dit. Rapporta comment lui, le criminel, s'était précipité dans l'escalier et avait entendu les cris de Mikolka et de Mitka. Comment il s'était caché dans l'appartement vide, était rentré chez lui, et pour conclure, il indiqua la pierre dans la cour, perspective de l'ascension sous la porte cochère, pierre sous laquelle on retrouva les objets et le porte-monnaie. En un mot, l'affaire s'avéra claire. Les enquêteurs et les juges furent très surpris, entre autres de ce qu'il eût caché le porte-monnaie et les objets sous une pierre sans les utiliser, et pire encore, que non seulement il ne se souvint pas en détail de tous les objets qu'il avait réellement volés, mais qu'il s'était même trompé dans leur nombre. Cette circonstance, finalement, qu'il n'eût jamais ouvert le porte-monnaie et qu'il ne sût même pas combien il contenait d'argent, parut invraisemblable. On retrouva dans le porte-monnaie 317 roubles en argent et 60 kopecks. Suite à leur séjour prolongé sous la pierre, certains billets placés en haut, les coupures les plus grosses, avaient subi des dommages importants. On essaya longuement de comprendre pourquoi l'accusé ne mentait que sur cette seule circonstance, alors que, sur toutes les autres, ses aveux étaient spontanés et sincères. Au bout du compte, il y eut des gens, surtout parmi les psychologues, qui admirent même la possibilité du fait que, réellement, il n'ait jamais ouvert le porte-monnaie, qu'il ne savait donc pas ce qu'il contenait, et que c'était donc sans rien savoir qu'il l'avait porté sous la pierre. Mais ils en tirèrent une conclusion immédiate, à savoir que le crime lui-même n'avait pu être commis que sous l'effet d'une sorte d'accès de folie, pour ainsi dire, de monomanie maladive du vol et de l'assassinat, sans but ultérieur, ni calcul de profit. Ici, on tomba à propos sur la nouvelle théorie à la mode de l'accès de folie, théorie qu'on essaie d'appliquer si souvent de nos jours à certains criminels. De plus, l'état d'hypocondrie ancien de Raskolnikov fut établi précisément par de nombreux témoins, le docteur Tsosimov, ses anciens camarades, la logeuse, la bonne. Tout cela concourut fortement à la conclusion que Raskolnikov ne ressemblait pas totalement à un assassin, un bandit ou un voleur normal, qu'il y avait là quelque chose d'autre. Au dépit extrême de ceux qui défendaient cette opinion, le criminel, quant à lui,
n'essaya presque pas de se défendre. Aux questions définitives qu'on lui posa pour savoir ce qui précisément l'avait incité au meurtre et ce qui l'avait poussé à commettre ce vol, il répondit d'une façon très claire, avec l'exactitude la plus crue, que la cause de tout était sa situation sans perspective, la misère et l'impuissance, son désir d'affermir ses premiers pas dans la carrière de sa vie, à l'aide d'au moins 3000 roubles qu'il escomptait trouver chez la victime, qu'il avait pris la décision de tuer suite à son caractère frivole et lâche, poussé à bout en outre par les échecs et par les privations. Quant aux questions pour comprendre ce qui l'avait poussé à venir se dénoncer, il répondit tout net que c'était un remords sincère. Tout cela en était presque un peu grossier. La sentence, du reste, fut plus clémente qu'on ne pouvait s'y attendre à en juger par le crime commis, et ce, peut-être justement parce que le criminel non seulement ne voulait pas se justifier, mais était comme en train d'exprimer le désir de s'accuser lui-même encore davantage. Toutes les circonstances étranges et particulières de l'affaire furent prises en compte. L'état maladif et miséreux du criminel, avant le crime, ne faisait pas le moindre doute. Le fait qu'il n'ait pas utilisé ce qu'il avait volé fut expliqué d'abord par l'effet d'un remords qui s'était éveillé et ensuite par une éclipse partielle des facultés mentales pendant l'accomplissement de son crime. La circonstance de l'assassinat fortuit d'Elisaveta servit même d'exemple pour confirmer cette dernière supposition. L'homme vous commet 2 meurtres, et en même temps il oublie que la porte est restée grande ouverte. Enfin, les aveux spontanés, alors même que l'affaire s'était embrouillée à l'extrême suite aux aveux mensongers d'un sectaire tombé dans le désespoir, Nikolai, et en outre le fait qu'on ne disposait contre le criminel non seulement d'aucune pièce à conviction indiscutable, mais même presque d'aucun soupçon, Porfiri Petrovitch avait pleinement tenu parole, tout cela concourut définitivement à adoucir le sort de l'accusé. On découvrit en outre, d'une manière tout à fait inattendue, un certain nombre d'autres circonstances qui eurent l'effet le plus bénéfique pour l'accusé. L'ancien étudiant Razumikine dénicha des renseignements et en fournit les preuves, selon lesquelles le criminel Raskolnikov, tandis qu'il étudiait à l'université, avait aidé avec ses derniers sous un de ses camarades, miséreux et phtisique, et l'avait quasiment entretenu pendant 6 mois. Une fois ce camarade décédé, il s'était occupé du vieux père invalide de ce camarade, lequel nourrissait et entretenait son père en travaillant lui-même depuis presque l'âge de 13 ans. Avait fini par placer le vieillard à l'hôpital et lorsque, à son tour, le vieillard était mort, lui avait assuré un enterrement. Tous ces éléments eurent un certain effet bénéfique sur le sort de Raskolnikov. Son ancienne logeuse elle-même, mère de la défunte fiancée de Raskolnikov, la veuve Tsarnitsina, témoigna également que du temps où ils vivaient à leur ancienne adresse, aux 5 coins, Raskolnikov, pendant un incendie, la nuit, avait sorti d'un appartement déjà en feu 2 enfants en bas âge et qu'il avait été brûlé. Ce fait fut soigneusement examiné et assez bien confirmé par un grand nombre de témoignages. Bref, à l'issue du procès, le criminel fut condamné à une peine de seulement 8 ans de travaux forcés de 2e catégorie, compte tenu de ses aveux spontanés et de certaines circonstances atténuantes. Dès le début du procès, la mère de Raskolnikov était tombée malade. Dounia et Razumikine avaient trouvé le moyen de l'éloigner de Pétersbourg pendant le procès en tant que tel. Razumikine avait choisi une ville sur la voie ferrée et à courte distance de Pétersbourg pour avoir la possibilité de suivre régulièrement toutes les circonstances du procès et, en même temps, voir Avdotia Romanovna le plus souvent possible. La maladie de Pulcheria Alexandrovna était un peu étrange, une maladie nerveuse qu'accompagnait une sorte même de folie, si ce n'est totale, du moins partielle. Rentrant après sa dernière rencontre avec son frère,
Dounia avait trouvé sa mère déjà complètement malade, fiévreuse, en plein délire. Le soir même, elle s'entendit avec Razumikine pour savoir ce qu'il fallait répondre concrètement à sa mère quand elle poserait des questions sur son frère, et ils forgèrent, à son intention, toute une histoire sur le départ de Raskolnikov quelque part, loin, très loin, aux frontières de la Russie, pour une certaine mission privée qui devait lui apporter, au bout du compte, richesse et gloire. Mais, à leur grande stupeur, Pulcheria Alexandrovna ne posa jamais aucune question, ni à ce moment-là, ni plus tard. Au contraire, elle avait elle aussi une version personnelle du départ si soudain de son fils. Elle racontait, les larmes aux yeux, comment il était venu lui faire ses adieux. Ici, elle donnait à savoir, par allusion, qu'elle était, elle, la seule à connaître de très sérieuses et de très mystérieuses circonstances, et que Rodia avait beaucoup d'ennemis très puissants, au point qu'il lui fallait même se cacher. Quant à sa carrière future, elle lui semblait à elle aussi indéniable et brillante, une fois passées les circonstances défavorables. Elle assurait à Razumikine que son fils pourrait même devenir un homme d'État, ce que prouvait son article et son brillant talent littéraire. Cet article, elle le relisait sans cesse. Elle le lisait même parfois à haute voix, elle dormait presque avec, mais malgré tout, elle ne posait presque aucune question pour savoir où Rodia se trouvait alors, et ce, même en dépit du fait que, de toute évidence, on évitait d'évoquer ce sujet devant elle, ce qui, en soi, aurait pu éveiller ses soupçons. On finit par craindre cet étrange silence de Pulcheria Alexandrovna sur certains sujets. Par exemple, elle ne se plaignait jamais qu'il n'écrive pas, alors qu'auparavant, quand elle habitait dans sa petite ville, elle ne vivait que de l'espoir et de l'attente d'une lettre de son bien-aimé Rodia. Cette dernière circonstance paraissait trop inexplicable et inquiétait profondément Dounia. Il lui venait à l'idée que sa mère, peut-être, pressentait quelque chose de terrible dans le destin de son fils, et avait peur de poser des questions pour ne pas apprendre quelque chose de plus terrible encore. De toute façon, Dounia voyait clairement que Pulcheria Alexandrovna n'avait plus toute sa tête. 2 ou 3 fois, du reste, elle amena elle-même la conversation de telle sorte qu'il était impossible de lui répondre sans parler du lieu où se trouvait Rodia. Quand les réponses à contre-cœur s'avérèrent douteuses et insatisfaisantes, elle sombra soudain dans une tristesse extrême, devint silencieuse et taciturne, et cet état dura assez longtemps. Dounia comprit enfin qu'il était difficile de mentir et d'inventer, et elle finit par conclure qu'il valait mieux se taire complètement sur un certain nombre de sujets. Mais il devenait de plus en plus clair, et jusqu'à l'évidence, que sa malheureuse mère soupçonnait quelque chose de terrible. Dounia se souvenait, entre autres, que son frère lui avait dit que sa mère avait écouté son délire la dernière nuit, avant le jour fatal, après sa scène avec Svidrigaïlov. Peut-être avait-elle entendu quelque chose. Souvent, après quelques jours, voire quelques semaines d'un silence taciturne, lugubre et de larmes muettes, la malade s'animait comme hystériquement et commençait à parler à haute voix, presque sans s'arrêter, de son fils, de ses espoirs, de son avenir. Ses fantaisies semblaient parfois assez étranges. On la consolait, on abondait dans son sens. Elle-même, peut-être, elle voyait clairement qu'on ne cherchait qu'à la consoler et à abonder dans son sens, mais elle parlait toujours. Le verdict tomba 5 mois après les aveux spontanés du criminel. Razumikine le voyait en prison dès que la chose était possible. Sonia aussi. Puis, ce fut la séparation. Dounia jura à son frère que cette séparation n'était que temporaire. Razumikine aussi. La tête jeune et brûlante de Razumikine avait fermement formé le projet de mettre à profit les 3 ou 4 années à venir pour poser, ne serait-ce que des bases d'une situation future, mettre de côté une certaine somme et puis déménager en Sibérie, où le terrain était riche, de tous les points de vue, et les travailleurs,
les hommes et les capitaux restaient trop peu nombreux. S'installer dans la ville où serait Rhodia et, tous ensemble, commencer une nouvelle vie. Pendant les adieux, ils pleuraient tous. Les tout derniers jours, Raskolnikov était resté pensif. S'était beaucoup enquis de sa mère, s'était toujours inquiété d'elle. Il se rongeait même beaucoup à son sujet, et cela faisait peur à Dounia. Apprenant les détails de la maladie de sa mère, il était devenu très lugubre. Avec Sonia, bizarrement, il n'avait presque pas parlé pendant toute cette période. Sonia, grâce à l'argent que lui avait laissé Svidrigaïlov, s'était apprêtée et préparée depuis longtemps à suivre le convoi des condamnés dans lequel il devait partir. De cela, ni elle ni Raskolnikov ne s'étaient jamais dit un mot. Ils savaient tous les deux que ce serait ainsi. Pendant leur tout dernier adieu, il avait gardé un sourire étrange devant les objurgations enflammées de sa sœur et de Razumikine. Quant à leur avenir heureux, sitôt qu'ils seraient sortis du bagne, et avait prédit que l'état maladif dans lequel se trouvait sa mère ne tarderait pas à aboutir sur un malheur. Sonia et lui partirent enfin. 2 mois plus tard, Duniechka épousait Razumikine. Ce fut un mariage triste et tranquille. Parmi les invités, du reste, on compta Porfiri Petrovitch et Zosimov. Tous ces derniers temps, Razumikine avait eu l'air d'un homme pris d'une résolution profonde. Dounia croyait aveuglément qu'il fallait accomplir ses intentions, et elle ne pouvait pas ne pas le croire. On lisait, dans cet homme, une volonté de faire. Ainsi avait-il repris ses études à l'université pour obtenir un diplôme. Tous les deux, à chaque instant, ils bâtissaient des plans d'avenir. Ils comptaient fermement tous les deux d'ici 5 ans, à coup sûr, déménager en Sibérie. Jusque-là, ils fondaient leurs espoirs sur Sonia. Pulcheria Alexandrovna donna avec bonheur son consentement au mariage de sa fille avec Razumikine. Mais après ce mariage, elle devint comme encore plus triste et plus soucieuse. Pour lui faire plaisir, Razumikine lui raconta, entre autres, l'histoire de l'étudiant et de son père invalide, et la façon dont Rhodia avait été brûlée et était même tombée malade en sauvant la vie l'année d'avant à 2 bambins. Ces 2 nouvelles plongèrent l'esprit, déjà fort ébranlé de Pulcheria Alexandrovna, dans une espèce d'exaltation. Elle ne faisait plus que parler de cela, elle en parlait au premier venu dans la rue, même si Dounia l'accompagnait toujours. Dans les voitures publiques, les magasins, sitôt qu'elle saisissait un auditeur, elle dirigeait la conversation sur son fils, sur son article, sur la façon dont il avait aidé cet étudiant, dont il avait été brûlé dans l'incendie, etc. Donietchka ne savait même plus comment la retenir. Outre le danger de cet état d'exaltation maladive, un autre danger la menaçait, celui que quelqu'un se souvienne du nom de Raskolnikov d'après le procès qui venait d'avoir lieu et qu'il en parle. Pulcheria Alexandrovna réussit même à apprendre l'adresse de la mère des 2 bambins sauvés, et elle voulait absolument aller la voir. Son inquiétude crut enfin jusqu'aux limites du supportable. Parfois, d'un coup, elle fondait en sanglots, elle tombait souvent malade, et, dans sa fièvre, elle délirait. Un beau matin, elle déclara tout net que d'après ses calculs, Rhodia devait bientôt rentrer parce qu'elle se souvenait qu'en lui faisant ses adieux, il lui avait demandé de l'attendre exactement 9 mois plus tard. Elle se mit à faire tout le ménage dans l'appartement et à se préparer à la rencontre. Voulut réarranger la chambre qu'elle lui destinait, la sienne propre, frotter les meubles, laver les rideaux, en suspendre des neufs, etc. Dounia, très inquiète, ne disait rien, et l'aida même à arranger la chambre pour le retour de son frère. Après toute une journée d'inquiétude, passée à d'incessantes fantaisies, des songes et des larmes,
Elle tomba malade durant la nuit et le lendemain matin, elle était prise de délire et d'une fièvre galopante. On découvrit une fièvre chaude. Elle mourut 15 jours plus tard. Dans son délire, des paroles lui échappèrent qui donnèrent à penser qu'elle en soupçonnait bien plus qu'on ne croyait sur le destin terrible de son fils. Pendant longtemps, Raskolnikov ne sut rien de la mort de sa mère, même si une correspondance avec Pétersbourg s'était établie depuis le tout début de son arrivée en Sibérie. Elle s'était établie par Sonia qui, soigneusement, une fois par mois, écrivait à Pétersbourg à l'adresse de Razumikine et soigneusement, une fois par mois, recevait une réponse de Pétersbourg. Dounia et Razumikine trouvèrent d'abord que les lettres de Sonia étaient comme un peu sèches et insatisfaisantes. Mais ils finirent par comprendre tous les deux qu'il n'y avait pas moyen d'écrire mieux, parce que ces lettres donnaient quand même dans leur ensemble l'image la plus complète et la plus juste du destin de leur malheureux frère. Les lettres de Sonia étaient pleines de la réalité la plus quotidienne, de la description la plus simple et la plus claire de la vie de Raskolnikov au bagne. Il n'y avait là aucune exposition de ses propres espoirs à elle, aucune traite sur l'avenir, aucune description de ses propres sentiments. Au lieu de tenter d'expliquer ce qu'il pouvait ressentir, lui, au fond de son âme, ou ce que pouvait être en général sa vie intérieure, Sonia ne donnait que des faits, c'est-à-dire ce qu'il disait lui-même, apportait des nouvelles précises sur l'état de sa santé, les souhaits qu'il avait exprimés au cours de la dernière visite, ce qu'il lui avait demandé, ce qu'il l'avait chargé de faire, etc. Ces nouvelles-là étaient communiquées dans leurs moindres détails. Au bout du compte, l'image de leur malheureux frère apparaissait d'elle-même, se dessinait d'une façon précise et claire. Il ne pouvait pas y avoir d'erreur, parce qu'il n'y avait là que des faits établis. Pourtant, et surtout au début, Dounia et son mari ne pouvaient guère trouver de joie dans toutes ces nouvelles. Sonia écrivait sans cesse qu'il était constamment taciturne, qu'il parlait peu, et ne s'intéressait même presque pas aux nouvelles qu'elle lui communiquait d'après les lettres qu'elle recevait. Qu'il demandait parfois des nouvelles de sa mère, et qu'au moment où, voyant déjà qu'il devinait la vérité, elle avait enfin fini par lui parler de sa mort, à son étonnement, ce fut comme si même la nouvelle de la mort de sa mère ne lui avait trop guère fait d'effet, du moins était-ce l'impression qu'elle avait eue, à en juger de l'extérieur. Elle écrivait aussi que même si, visiblement, il était si profondément plongé en lui-même, même s'il s'était comme coupé des autres, il avait pris sa vie nouvelle d'une façon très simple, très nette. Il comprenait parfaitement sa situation, n'attendait rien de mieux pour l'avenir, ne nourrissait aucun espoir frivole, chose si courante dans sa situation, et ne s'étonnait presque de rien dans ses nouvelles conditions de vie, une vie qui ressemblait si peu à tout ce qu'il pouvait avoir connu. Elle écrivait que sa santé était satisfaisante. Il allait au travail, qu'il ne refusait pas, mais il ne faisait pas de zèle, qu'il était presque indifférent à la nourriture, mais que cette nourriture, sauf les dimanches et jours de fête, était si détestable qu'il avait fini par accepter volontiers un peu d'argent de la part de Sonia pour avoir un peu de thé tous les jours. Quant à tout le reste, il lui demandait de ne pas s'inquiéter, l'assurant que tous les soucis qu'elle se faisait pour lui ne lui causaient que de l'énervement. Sonia écrivait ensuite qu'au bagne, il était placé avec tous les autres. Elle n'avait pas vu l'intérieur de leur baraquement, mais elle déduisait qu'on y était à l'étroit, que c'était monstrueux et malsain, qu'il dormait sur des bas-flancs, qu'il recouvrait d'une toile de feutre et qu'il ne voulait rien s'installer d'autre. Mais que s'il vivait dans une telle pauvreté et dans des conditions si rudes, ce n'était pas du tout suite à un plan préétabli ou à une intention quelconque, mais simplement parce qu'il ne faisait pas attention, parce qu'il était indifférent du moins de l'extérieur à son destin. Sonia écrivait franchement que, surtout au début, non seulement il ne s'intéressait pas à ses visites, mais qu'il s'énervait presque contre elle, qu'il parlait peu et se montrait même grossier, mais que finalement, ces visites lui étaient devenues une habitude, pour ne pas dire un besoin.
et qu'il s'était montré même très inquiet quand elle était tombée malade pendant plusieurs jours et qu'elle n'avait pas pu aller le voir. Elle le voyait les jours de fête devant l'entrée du bagne, ou bien dans le corps de garde où on le faisait venir quelques minutes. Les jours de semaine, elle passait soit dans les ateliers, soit dans les briqueteries, soit dans des hangars sur le bord de l'Irtych. À propos d'elle, Sonia écrivait qu'elle était même parvenue à se faire quelques relations et quelques protections en ville, qu'elle faisait de la couture, et que, comme elle était à peu près la seule modiste dans toute la ville, elle était devenue quasiment indispensable dans nombre de maisons. Ce qu'elle ne disait pas, c'était que grâce à elle, Raskolnikov aussi jouissait de la protection des autorités, que ses travaux étaient allégés, etc. Arriva enfin la nouvelle. Dounia avait même remarqué une certaine émotion, une certaine inquiétude particulière dans les dernières lettres de Sonia, qu'il se tenait à l'écart de tous, que les autres bagnards lui étaient hostiles, qu'il restait silencieux pendant des jours entiers et devenait très pâle. Soudain, dans sa dernière lettre, Sonia écrivit qu'il était tombé très sérieusement malade et se trouvait à l'hôpital, dans la section des prisonniers. Il était malade, déjà depuis longtemps. Mais ce n'étaient pas les horreurs du bagne, les travaux, la nourriture, la tête rasée, les loques qu'il portait qui l'avaient brisé. Oh, qu'en avait-il à faire de ces tortures et de ces supplices-là? Au contraire, il était même heureux de travailler, épuisé par le travail physique, et il se gagnait au moins quelques heures de sommeil reposant. Et que signifiait pour lui la nourriture, cette soupe maigre avec des cancrelats? Étudiant dans sa vie antérieure, il n'avait même souvent pas eu cela. Ses habits étaient chauds et adaptés à son mode de vie. Il ne sentait même pas ses fers. Devait-il avoir honte de sa tête rasée et de sa veste bicolore? Mais devant qui? Devant Sonia? Sonia, elle avait peur de lui. Était-ce devant elle qu'il devait avoir honte? Et quoi? Il avait honte même devant Sonia qu'il torturait par ses manières méprisantes et grossières, mais il n'avait pas honte de sa tête rasée ou de ses fers. C'est sa fierté qui était profondément blessée. C'est sa fierté blessée qui l'avait rendu malade. Oh, qu'il aurait été heureux s'il avait pu s'accuser lui-même. Alors, il aurait tout supporté, même la honte et l'humiliation. Mais il s'était jugé en toute sévérité et sa conscience la plus aiguisée n'avait su trouver aucune faute trop affreuse dans son passé, à part sans doute ce ratage tout bête qui pouvait arriver à tout le monde. Il avait honte justement de cela, que lui, Raskolnikov, il se soit perdu d'une façon si aveugle, si désespérée, si banale et si bête, par une espèce de verdict d'un destin aveugle qu'il ait dû se soumettre et s'humilier devant l'absurdité d'un quelconque verdict s'il voulait un tant soit peu se trouver du repos. Une inquiétude sans objet et sans but dans le présent et pour l'avenir, un sacrifice continuel qui n'apportait rien en échange, voilà comment le monde lui apparaissait. Quelle importance que dans 8 ans il n'ait que 32 ans et qu'il puisse recommencer une nouvelle vie. À quoi bon cette vie? Une vie pour quoi faire? Une vie tendue vers quoi? Une vie pour exister? Mais même avant, il aurait été 1000 fois prêt à donner toute son existence pour une idée, pour un espoir ou même une fantaisie. Une existence pour exister. Ça ne lui avait jamais suffi. Il avait toujours voulu plus. Peut-être était-ce la seule force de ses désirs qui l'avait fait se prendre pour un homme auquel étaient permises plus de choses qu'aux autres. Et si le destin lui avait envoyé le remords, un remords brûlant, à vous fendre le cœur, à chasser le sommeil, un remords dont les souffrances sont si terribles qu'elles vous font miroiter la corde et l'eau boueuse. Oh, qu'il en aurait été heureux! Les souffrances et les larmes, c'est aussi une vie. Mais il n'éprouvait pas de remords devant son crime. Au moins aurait-il pu enrager contre sa bêtise, comme il rageait avant
contre ces actes monstrueux et si stupides qui l'avaient amené au bagne. Mais à présent qu'il y était, au bagne, libre, il avait réfléchi et repensé à tous ces actes, et il ne les jugeait plus du tout aussi stupides et monstrueux qu'il avait pu le croire avant, à ce moment fatal. En quoi, se disait-il, mon idée est-elle plus stupide que les autres idées ou les autres théories qui grouillent et se bousculent dans le monde depuis que ce monde justement est monde? Il suffit de regarder la chose avec un regard absolument indépendant, large, débarrassé des influences quotidiennes, et à ce moment-là, à l'évidence, mon idée sera loin de paraître aussi étrange. Ô vous, les négateurs et les sages à dessous, pourquoi vous arrêtez-vous à mi-chemin? Non mais en quoi mon acte leur paraît-il si monstrueux? Se demandait-il. En quoi est-ce un méfait? Ce mot, méfait, que veut-il dire? J'ai la conscience tranquille. Oui. J'ai commis un crime de droit commun. Oui, j'ai violé la lettre de la loi et j'ai versé le sang. Eh bien, pour cette lettre de la loi, prenez ma tête, et qu'on n'en parle plus. Évidemment, dans ce cas, même de nombreux bienfaiteurs de l'humanité qui n'ont pas hérité du pouvoir, mais s'en sont emparés eux-mêmes, auraient dû être exécutés dès leur tout premier pas. Mais ces gens, ils ont supporté les pas qu'ils faisaient. C'est pour cela qu'ils avaient raison. Et moi je n'ai pas supporté, et donc je n'avais aucun droit de me permettre ce pas. Voilà en quoi seulement il se reconnaissait un crime. Le seul fait de n'avoir pas été capable de le supporter et d'être venu se dénoncer lui-même. Il souffrait aussi de cette pensée. Pourquoi ne s'était-il pas tué? Pourquoi, quand il se tenait au-dessus du fleuve, avait-il préféré aller se dénoncer? Y avait-il une telle force dans ce désir de vivre, et était-ce donc si dur de le dompter? Svidrigaïlov l'avait bien fait, lui qui avait peur de la mort. Il se reposait cette question en se torturant, et ne pouvait comprendre que, même à ce moment-là, au-dessus du fleuve, il pressentait déjà peut-être au fond de lui-même et dans ses convictions un mensonge essentiel. Il ne comprenait pas que ce pressentiment pouvait être le signe annonciateur d'une rupture future dans sa vie, le signe de sa résurrection future, d'un futur regard neuf sur l'existence. Il admettait plutôt que c'était juste le poids inerte de l'instinct qu'il n'avait pas réussi à briser et qu'il n'avait encore une fois pas eu la force d'enjamber, parce qu'il était faible, insignifiant. Il regardait ses camarades de bagne et s'étonnait. Comme eux, ils aimaient tous la vie, comme ils y tenaient. Il lui sembla justement que c'était au bagne qu'on l'aimait et qu'on y tenait le plus, qu'on l'estimait bien plus qu'en liberté. Quelle torture affreuse, quel supplice n'avaient pas supporté certains d'entre eux, par exemple les vagabonds. Était-il donc possible qu'ils attachent tant de valeur à un petit rayon de soleil, à la forêt profonde, avec Dieu savait où, dans des endroits inaccessibles, une source froide, qu'un tel avait remarqué 3 ans auparavant et que ce vagabond attendait de revoir, comme on attend de revoir sa maîtresse. Une source qu'il voyait en rêve, et l'herbe verte autour, et un oiseau chantant dans les buissons. Examinant plus loin, il découvrait des exemples encore plus inexplicables. Au bagne, dans le milieu qui l'entourait, bien sûr, il y avait bien des choses qu'il ne remarquait pas. Il vivait comme les yeux baissés. Regarder le dégoûtait, lui était insupportable. Pourtant, au bout du compte, beaucoup de choses l'étonnèrent, et comme sans vouloir, il remarqua ce qu'il n'avait même jamais soupçonné. Ce qui le frappait en général, et le plus profondément, c'était cet abîme effrayant, infranchissable qui le séparait, lui, de tous ces autres gens. On pouvait croire qu'ils appartenaient, eux et lui, à des nations différentes. Ils se regardaient d'ailleurs avec haine et méfiance.
Il connaissait et comprenait les raisons générales d'une telle séparation, mais jamais auparavant il n'avait pu imaginer que ces raisons fussent vraiment si profondes et si fortes. Il y avait au bagne des déportés polonais, des criminels politiques. Ceux-là considéraient tout simplement ces gens comme des rustres et des bouseux, et ils les méprisaient de haut. Raskolnikov ne pouvait pas faire cela. Il voyait clairement que ces rustres se montraient pour bien des choses plus fins que ces Polonais. Il y avait aussi des Russes, qui eux aussi méprisaient ces hommes de très haut, un ancien officier et 2 séminaristes. Raskolnikov remarquait clairement qu'il se trompait aussi. Lui-même, personne ne l'aimait, on l'évitait, on finit même par le haïr. Pourquoi? Il l'ignorait. On le méprisait, on se moquait de lui. On riait de son crime, riait des gens bien plus criminels que lui. « T'es un monsieur, » lui disait-on. « C'était pas ton rayon d'y aller avec la hache. Pas un monsieur de faire ça. » La 2e semaine du Grand Carême vint son tour de jeûner avec ceux de son baraquement. Il se rendait à l'église, prier avec les autres. Un jour, une dispute éclata. Il ignorait pourquoi lui-même. Tous se jetèrent contre lui, saisis de rage. « T'as aucun Dieu. Tu crois même pas en Dieu, lui criait-on. Faudrait te tuer. » Jamais il ne leur avait parlé ni de Dieu ni de foi, mais eux, ils voulaient le tuer comme n'ayant pas de Dieu. Ils se taisaient et ne répliquaient pas. Un forçat, pris d'une vraie frénésie, voulut se jeter sur lui. Raskolnikov l'attendit tranquillement et en silence. Il n'eut pas même un froncement de sourcil, pas un trait de son visage ne trembla. Un garde eut juste le temps de se placer entre l'assassin et lui, sans quoi le sang aurait coulé. Une autre question lui restait insoluble. Pourquoi tous aimaient-ils tant Sonia? Elle ne cherchait pas à leur plaire, ils ne la voyaient que très rarement, parfois seulement pendant les travaux, quand elle venait 1 minute pour le voir. Pourtant déjà, ils la connaissaient tous. Ils savaient aussi qu'elle l'avait suivi, lui. Ils savaient où elle vivait et comment. Elle ne leur donnait pas d'argent, ne leur rendait pas de service particulier. Une fois seulement pour Noël, elle apporta un cadeau pour tout le bagne, des tartes fourrées et des gâteaux. Mais peu à peu, entre eux et Sonia, des liens plus proches avaient commencé à se nouer. Elle leur écrivait des lettres pour la famille et les envoyait à la poste. Leurs parents et parentes qui arrivaient en ville laissaient sur leur indication des objets et même de l'argent entre les mains de Sonia. Leurs femmes et leurs maîtresses la connaissaient et s'adressaient à elle. Quand elle paraissait pendant le travail, en venant voir Raskolnikov, ou qu'elle croisait une file de forçats qui se rendaient au travail, tous, ils ôtaient leurs chapeaux et s'inclinaient. Notre bonne Sofia Semyonovna, notre mère à tous, douce et compatissante, disaient les bagnards rustres et marqués au fer rouge à cet être malingre. Elle souriait et rendait le salut, et ils aimaient quand elle leur souriait. Ils aimaient même sa démarche. Ils se retournaient pour la regarder marcher et lui faisaient des compliments. Ils faisaient même des compliments sur sa petite taille. Ils lui faisaient des compliments sur tout. Ils allaient même la voir pour qu'elle les soigne. Il resta à l'hôpital toute la fin du carême et la semaine sainte. Alors qu'il guérissait, il se souvint des rêves qu'il avait faits dans la fièvre et le délire. Malade, il avait rêvé que le monde entier était condamné à subir une sorte de plaie d'Égypte terrible, inouïe, jamais vue, qui venait du fin fond de l'Asie jusqu'en Europe. Tout le monde devait mourir, sauf quelques-uns, un très petit nombre, des élus. On vit paraître de nouvelles trichines, des êtres microscopiques qui pénétraient dans le corps des gens. Mais ces êtres, ils étaient des esprits doués d'intelligence et de volonté. Les gens qui les prenaient en eux devenaient fous, dépossédés. Pourtant, jamais les gens ne se croyaient plus intelligents et plus inébranlables dans leur vérité que ceux qui étaient contaminés. Jamais ils n'avaient cru plus inébranlables leurs verdicts, leurs conclusions scientifiques, leurs convictions morales et leurs croyances. Des bourgades entières, des villes, des nations se faisaient contaminer et devenaient folles. Les hommes
vivaient tous dans l'inquiétude. Ils ne se comprenaient plus, chacun pensait qu'il était le seul à détenir la vérité et se torturait en regardant les autres, se frappait la poitrine, pleurait et se tordait les bras. On ne savait ni qui juger, ni comment juger. On n'arrivait pas à s'entendre sur ce qu'il fallait entendre par le bien et le mal. On ne savait pas qui accuser, qui justifier. Les gens s'entretuaient dans une espèce de rage absurde. Ils s'assemblaient les uns contre les autres, par armées entières, mais ces armées, déjà en marche, se mettaient soudain à s'égorger entre elles. Les rangs se débandaient, les guerriers se jetaient les uns contre les autres, ils se tuaient, s'étripaient, se mordaient et s'entre-dévoraient. Dans les villes, on sonnait le tocsin toute la journée. On appelait tout le monde, mais qui appelait, et pourquoi on appelait? Personne ne le savait, et l'inquiétude était totale. On délaissa les métiers les plus simples parce que chacun y proposait ses idées, ses corrections, et que nul ne pouvait s'entendre. On délaissa l'agriculture. Ici ou là, des gens accouraient pour se regrouper, s'entendaient pour entreprendre quelque chose, juraient de ne plus se quitter, mais commençaient tout de suite à faire quelque chose de tout autre que ce qu'ils venaient de prévoir, se mettaient à s'accuser, se battaient et se tuaient. Vinrent des incendies, la famine commença. Toute vie se perdait. La peste grandissait et avançait toujours. Seuls quelques hommes pouvaient se sauver dans le monde entier, des purs et des élus, prédestinés à recommencer une nouvelle race humaine, une nouvelle vie, à renouveler et purifier la terre, mais personne jamais n'avait vu ces gens-là, personne n'avait même entendu le son de leur voix. Ce qui torturait Raskolnikov, c'était que ce délire absurde trouva des échos si tristes, si torturants dans ses souvenirs, que l'impression qu'avaient laissé ses rêves délirants mit si longtemps à s'effacer. On était déjà à la 2e semaine après la Semaine Sainte. Le printemps était tiède, lumineux. On ouvrit les fenêtres dans la section des prisonniers, des fenêtres à barreaux sous lesquelles un garde faisait sa ronde. Sonia, pendant tout le temps que Raskolnikov avait été malade, n'avait pu lui rendre visite que 2 fois à l'hôpital. Chaque fois, il fallait demander une autorisation et c'était difficile. Mais elle venait souvent dans la cour de l'hôpital, sous les fenêtres, surtout le soir, et parfois juste pour rester une petite minute dans cette cour et regarder même de loin les fenêtres de sa section. Un soir, alors qu'il était presque entièrement guéri, Raskolnikov s'endormit. Il se réveilla, et par hasard, il vint vers la fenêtre. Soudain, au loin devant la porte de l'hôpital, il aperçut Sonia. Elle ne bougeait pas, elle était comme en train d'attendre. Alors, ce fut comme si quelque chose lui transperçait le cœur. Il tressaillit, et très vite, il s'écarta de la fenêtre. Sonia ne vint pas le lendemain, ni le surlendemain. Il remarqua qu'il l'attendait avec inquiétude. Il finit par sortir de l'hôpital. Quand il revint au bagne, les prisonniers lui dirent que Sofia Semyonovna était tombée malade, qu'elle gardait le lit et ne sortait pas de chez elle. Il en fut très inquiet. Il envoya prendre de ses nouvelles. Il apprit bientôt que sa maladie n'était pas dangereuse. Apprenant à son tour qu'il s'inquiétait pour elle, Sonia lui envoya un mot au crayon et lui apprit qu'elle allait beaucoup mieux, que ce n'était qu'un petit rhume léger, qu'elle reviendrait vite, bien vite, le revoir au travail. Comme il lisait ce mot, son cœur battait à lui faire mal. La journée, à nouveau, fut tiède et claire. Tôt le matin, vers 6 heures, il partit au travail au bord de la rivière, là où dans un hangar, on avait installé un four à cuire l'albâtre et où on le concassait. Seuls 3 ouvriers s'y étaient rendus. L'un d'eux prit un garde et repartit avec lui jusqu'au fort pour y chercher un outil. Le deuxième entreprit de préparer les bûches et de les placer dans le four. Raskolnikov sortit sur la rive, s'assit sur les poutres rangées près du hangar et se mit à regarder la rivière large et déserte. Depuis la rive haute, un paysage s'ouvrait à perte de vue. Loin, par-delà la rivière, on entendait à peine une chanson. Là-bas, dans une steppe infinie et inondée de soleil, on distinguait comme des points juste visibles des yourtes de nomades. Là-bas,
régnait la liberté et vivaient d'autres hommes qui ne ressemblaient pas du tout à ceux d'ici. Là-bas, c'était comme si le temps lui-même s'était figé, comme si les siècles d'Abraham et de ses troupeaux se prolongeaient encore. Raskolnikov restait assis. Il regardait immobile sans s'arrêter. Sa pensée se transformait en songe, en contemplation. Il ne pensait à rien, mais une espèce d'angoisse le bouleversait et le rongeait. Soudain, Sonia parut auprès de lui. Elle s'était approchée à pas muets et vint s'asseoir à ses côtés. Il était encore très tôt. Le petit vent froid du matin ne s'était pas encore adouci. Elle portait un vieux et pauvre burnous, un foulard vert. Son visage portait encore des traces de maladie. Il était maigre, pâle, creusé. Elle lui fit un sourire amical et heureux, mais comme à son habitude, elle lui tendit la main avec timidité. C'est toujours avec timidité qu'elle lui tendait la main. Parfois même, elle ne la tendait pas du tout, comme si elle craignait qu'il ne la repousse. Lui, il prenait toujours sa main avec une sorte de répulsion, il l'accueillait toujours avec comme du dépit, restait parfois obstinément muet tout le temps de sa visite. Parfois elle tremblait devant lui et s'en allait emplie d'un deuil profond, mais cette fois, leurs mains ne s'étaient pas séparées. Il jeta sur elle un regard furtif et rapide, ne dit pas un mot et baissa les yeux vers la terre. Ils étaient seuls, personne ne les voyait. Le garde s'était détourné à ce moment-là. Il ne savait pas comment cela était arrivé, mais, brusquement, ce fut comme si quelque chose le saisissait et venait le jeter aux pieds de Sonia. Il pleurait et lui embrassait les genoux. Le premier instant, elle eut une peur terrible, tout son visage se figea. Elle bondit, et toute tremblante, elle le fixa des yeux. Pourtant, à l'instant même, à la seconde, elle comprit. Un bonheur infini s'illumina dans son regard. Elle avait compris. Et il n'y avait plus de doute dans son esprit. Qu'il l'aimait à l'infini, et que cet instant-là était enfin venu. Ils voulurent parler, ils en furent incapables. Des larmes leur embrumaient les yeux. Ils étaient tous les deux pâles et maigres, mais ces visages malades et pâles étaient déjà illuminés par l'aube d'un avenir renouvelé, d'une résurrection complète à une vie nouvelle. L'amour les avait ressuscités. Le cœur de l'un contenait pour l'autre des sources de vie infinie. Ils décidèrent d'attendre et de prendre patience. Il leur restait encore 7 ans. D'ici là, que de douleurs insupportables et d'infini bonheur. Mais il était ressuscité. Il le savait. Il sentait cela de tout son être renouvelé et elle ne vivait que de sa vie à lui. Le soir du même jour, quand les baraquements furent fermés, Raskolnikov était couché sur son bas-flanc et il pensait à elle. Ce jour-là, il lui sembla même que c'était comme si les forçats, ses anciens ennemis, le regardaient différemment. Il s'était mis à leur parler de lui-même, et il lui répondait avec bienveillance. À présent, il se souvenait de cela, mais c'était bien ainsi que cela devait être. À présent, tout ne devait-il pas entièrement changer? Il pensait à elle. Il se souvint qu'il l'avait sans cesse torturée, qu'il lui avait déchiré le cœur. Il se souvint de son pauvre petit visage maigre, mais à présent, ses souvenirs ne le torturaient même presque plus. Il savait de quel amour infini il saurait racheter à présent toutes ses souffrances. Et qu'est-ce qu'elles étaient donc, ces tortures? Toutes ces tortures du passé. Tout, même son crime, même le verdict et la déportation, tout à présent, dans le premier élan, lui paraissait comme extérieur, étranger, comme autant de faits qui seraient arrivés à un autre. Du reste, ce soir-là, il fut incapable de penser longtemps et constamment à quelque chose.
de concentrer sa pensée, et puis il n'aurait rien pu résoudre avec sa raison. Il ne faisait que sentir. La dialectique était partie, la vie était venue, et dans sa raison, quelque chose de tout autre allait devoir s'élaborer. Sous son oreiller, il y avait l'Évangile. Il le prit machinalement. Ce livre lui appartenait à elle. C'était ce livre dans lequel elle avait lu la résurrection de Lazare. Au début du bagne, il se disait qu'elle allait l'accabler avec sa religion, qu'on le gaverait d'évangile et qu'elle voudrait tout le temps lui faire lire des livres. Mais à sa grande stupeur, elle ne lui en avait jamais parlé. Elle ne le lui avait même jamais proposé, l'Évangile. C'est lui qui le lui avait demandé, peu de temps avant de tomber malade, et elle, sans rien dire, lui avait apporté le livre. Jusqu'à présent, il ne l'avait pas ouvert. Cette fois non plus, il ne l'ouvrit pas, mais une pensée fusa dans son esprit. Ces convictions maintenant peuvent-elles ne pas être les miennes? Ces sentiments, ces élans tout au moins. Elle aussi, toute cette journée-là, était restée très agitée, et la nuit même, elle retomba malade. Mais elle était tellement heureuse qu'elle avait eu presque peur de son bonheur. 7 ans, seulement 7 ans. Au début de leur bonheur, à certains moments, ils étaient tous les deux près de croire que ces 7 ans seraient comme 7 jours. Ils ne savaient pas encore que la vie nouvelle ne vous est pas donnée d'elle-même, qu'il lui faudrait encore la payer cher au prix d'une longue épreuve encore à traverser. Mais là commence une nouvelle histoire, l'histoire du renouvellement progressif d'un homme, l'histoire de sa progressive régénérescence, de son passage progressif d'un monde à l'autre, celle de son entrée dans une réalité nouvelle et jusqu'alors entièrement insoupçonnée. Cela pourrait faire le thème d'un nouveau récit, mais notre récit présent touche à sa fin. Merci et à bientôt chez Audible.